Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 27 de La Lame, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode participatif, un épisode où je vous pose des questions sur Instagram et vous y répondez en vocal ou par écrit pour m'apporter vos réflexions ou vos témoignages par rapport à votre métier artistique ou culturel. J'ai choisi un terme plutôt large pour commencer et je vous ai demandé cette fois-ci comment vous vous sentez dans votre métier culturel, quelles sont vos conditions de travail et comment vous voyez le milieu culturel dans lequel vous évoluez. Merci à celles et ceux qui m'ont fait confiance pour ce nouveau format et je vous souhaite une très belle écoute. Et on commence tout de suite avec Roxane. Salut, moi c'est Roxane, je suis photographe depuis bientôt 4 ans et tu peux retrouver mon travail sur Instagram, c'est rf2.4. Je travaille dans le milieu artistique plus que culturel, mais je me disais que c'était quand même intéressant de raconter un petit peu mon point de vue. Donc moi je suis spécialisée dans le portrait, mais j'ai aussi fait des photos de concert, des photos commerciales et aussi des photos pour du rap ou de la musique. Donc c'est là où ça devient assez intéressant. J'avoue que j'ai commencé juste à la toute fin du Covid, donc c'était assez compliqué de commencer là où tout le monde avait été enfermé chez soi, etc. Donc la première année était plus compliquée. Mais là, on arrive dans une année où tout le monde reprend du travail et c'est un petit peu plus facile de trouver des clients. Par contre, c'est vrai que le milieu culturel, c'est quelque chose à part entière, étant donné que, je trouve personnellement que c'est un milieu assez fermé. Il faut avoir les bons contacts et les bons codes. Ce qui fait que, par exemple, moi, j'ai fait des photos dans le rap et ça n'a pas les mêmes codes que les photos que je fais d'habitude qui sont dans le milieu plus mode et édito. C'était un petit peu compliqué, je trouve, de m'adapter, surtout que les autres photographes qui travaillent dans le rap sont généralement genre très connus et amis avec tout le monde. Ce qui fait que tu dois vraiment changer et apprendre les codes que tu n'avais pas jusqu'à maintenant. En plus, je trouve que quand t'es une femme, c'est un petit peu plus compliqué. Les gens ne te prennent pas spécialement au sérieux, surtout que je suis assez jeune. J'ai 23 ans. Du coup, on me prend souvent pour un petit bébé dans ce milieu-là. Ça rend compliqué le fait de négocier les crédits, les salaires, etc. Notamment pour des artistes qui n'ont pas spécialement les moyens. Même ceux qui ont les moyens, on ne dit pas toujours oui pour te rémunérer. Ce qui fait que tu dois toujours forcer, tu dois toujours être la personne chiante qui va envoyer 50 000 fois un message en mode « Ah, salut, t'as oublié de me créditer sur ta dernière publication ». Ça rend un petit peu, je trouve, le métier moins fun. Aussi, le fait de démarcher tout le temps, d'essayer de trouver les bons tarifs, ça rend le métier moins fun. Mais j'avoue que je m'oriente de plus en plus vers quelque chose de culturellement important, c'est-à-dire... par exemple, j'ai envie de m'orienter un petit peu plus vers quelque chose de politisé et je trouve ça hyper intéressant de pouvoir faire passer ces messages comme on l'entend et par quelque chose d'artistique qui met, c'est notre patte à nous et ça je trouve ça très intéressant et j'en discutais d'ailleurs tout à l'heure avec mon ami, c'est que personnellement mon travail, même s'il fait pas partie de la culture, il est tellement inspiré par la culture et malheureusement par mon consumérisme excessif, c'est-à-dire que chaque film que je vais voir, chaque clip que je vais regarder, chaque série que je vais regarder m'inspire énormément sur le travail qu'ensuite je vais produire. Donc c'est vrai que même si un travail, on peut avoir l'impression qu'il n'est pas ancré dans la culture, il est très très inspiré de la culture et de la société dans laquelle l'artiste a grandi et dans laquelle il évolue. Je pense que chacun d'entre nous voit le travail d'autres photographes, voit le travail de musiciens, voit même des créations de vêtements, etc. Et c'est avec ces consommations-là, en tout cas personnellement, que je viens inspirer mon travail personnel. Voilà, je sais pas si ça a répondu aux questions et je sais pas si je l'ai pas envoyé un peu trop tard, mais j'espère que ça a pu t'aider. Si t'as d'autres questions, n'hésite pas. Voilà, je te fais un gros bisou et je vous fais tous un bisou. Bon courage pour cette vie trépidante de l'art et d'en vivre surtout. Bisous. Merci beaucoup Roxane d'avoir pris le temps d'enregistrer ce témoignage. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui se citeront ou qui m'auront demandé de les citer,
vous pourrez retrouver leur Instagram en barre d'infos. Et les autres, non, parce qu'il y en a qui ont souhaité rester anonymes. Voilà. Il y a beaucoup de choses dans ce vocal. Déjà, Roxane a souligné le fait que c'était un milieu de contact et de réseau, et ça, je suis vraiment d'accord. Et dans le milieu artistique en général, je trouve que ça tourne beaucoup comme ça aussi. Après, un réseau, du coup, soit on l'a de base, parce qu'on a de la chance, soit il faut se le créer, et c'est aussi possible de se le créer. Mais c'est vrai que du coup, ça prend beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus dur de rentrer dedans. Ça, on peut pas du tout le nier. Tu as aussi parlé de code. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est super dur, je trouve, à faire. Quand tu travailles avec d'autres artistes, du coup, tu dois jouer entre tes codes et ceux des autres artistes. Par exemple, les codes de retouche des photos de métal, bah, c'est pas du tout les mêmes que les codes de retouche de photos techno. Et même si tous les gens qui font de la techno n'ont pas les mêmes retouches et tous les gens qui font du métal aussi, mais c'est sûr que du coup, ta retouche va plaire plus à certaines personnes qu'à d'autres. Et c'est dur, je trouve, de poser ses limites. Toi, accepter de travailler seulement aussi avec une partie des gens et pas tous. Est-ce que je dois faire, par exemple, comme Fifou? Fifou, c'est un photographe de rap super connu qui a fait pratiquement toutes les grosses couvertures d'albums de rap que vous connaissez. Et Fifou qui du coup lui a très longtemps mis son style de côté pour s'adapter du coup au style des artistes, et dans tous les styles il est trop fort, ça qui est fou. Mais ça on en a déjà parlé je crois dans un épisode. Du coup est-ce que tu dois faire ça, ou est-ce que tu dois toi du coup rester sur ton type de retouche, ton type de DA à toi, et du coup l'adapter ensuite aux gens que tu croises, et du coup accepter du coup que certains n'aiment pas cette DA là et que du coup tu travailles pas avec eux, et du coup ne pas accepter que les gens retouchent tes photos, etc. Bon, ça c'est la base, mais ça c'est compliqué aussi je trouve, de trouver le bon équilibre ou de faire des choix tout simplement, parce que tous les choix c'est des pertes mais c'est aussi des gains. Perso, j'ai choisi la deuxième option parce que je trouve que c'est là où je m'épanouis le plus perso dans mon taf, en faisant des retouches que je kiffe et tout. Et puis ça me permet aussi de savoir poser mes limites, chose que j'ai pris du temps à savoir faire. Donc, parce que je trouve que quand tu affirmes ton style, bah, tu affirmes aussi ton travail, tu affirmes aussi plein de choses. Alors je dis pas du tout que Fifou n'affirme pas son travail, je pense que je n'ai aucun conseil à lui donner clairement. Mais voilà, moi c'est comme ça que je le vois personnellement pour moi. Et du coup c'est ça que j'ai décidé de faire. Mais il n'y a pas du tout une solution meilleure que l'autre. Et puis c'est dur de travailler avec d'autres artistes et pas de se marcher dessus et tout, je trouve, autant dans un sens que dans un autre. Tu disais aussi que c'est dur d'affirmer ses prix et de se faire payer. Et c'est ce qui est dur, je trouve, dans le milieu culturel aussi. C'est que, contrairement au milieu des entreprises, par exemple, ou dans le milieu des mariages aussi, etc., là, on est vraiment dans un milieu hyper précaire pour tout le monde. Et c'est dur du coup de se faire payer, surtout quand t'es un peu au bout de la chaîne. Je trouve que les photographes, en tout cas en tant que prestataires sur des événements ou du travail pour d'autres artistes, du coup sont parmi les gens qui sont en bout de chaîne et qui du coup, si les gens d'au-dessus n'ont pas de sous, ne se feront pas payer. Par exemple, on travaille beaucoup avec des musiciens des groupes, sauf que le truc maintenant c'est que... Sauf que en ce moment, les musiciens et les groupes n'ont pas d'argent, car eux-mêmes ont beaucoup de mal à se faire payer. Et du coup, ces personnes-là ont beaucoup de mal à nous payer. Pareil, on travaille avec des salles qui en ce moment ont de moins en moins de subventions et du coup qui peuvent de moins en moins nous payer également. On travaille avec des orgas, je pourrais vous faire la liste est longue, hein, des orgas, des assos, tout ça. Et tout ce monde-là voit ses subventions diminuer et ses sous... Enfin voilà, ces budgets s'amoindrir et du coup ne peuvent plus nous rémunérer non plus. Et ça, c'est un peu le gros problème du moment, et c'est pour ça aussi qu'on crée des collectifs et qu'on commence à militer. C'est que c'est plus tenable, c'est vraiment plus tenable autant pour nous que pour les salles, que pour les make-up artistes. Parce que là, je parle des photographes, mais t'as aussi les régisseurs, les régisseuses, les make-up artistes, les comédiens, comédiennes, les modèles. Et j'en oublie vraiment... tous les techos, enfin, j'en oublie plein, mais je pense que vous avez compris le concept. En fait, le milieu culturel en ce moment, c'est vraiment dur, et je vais consacrer plusieurs épisodes juste pour ce thème-là en particulier, mais c'est effrayant, quoi. Vraiment, c'est effrayant, et j'espère qu'on va trouver des solutions. Et puis, le métier de photographe, comme tous les milieux artistiques, j'ai l'impression...
sont tout le temps sur la sellette parce qu'on se dit bah non mais c'est une passion, il n'y a pas besoin de payer la personne, etc. Alors que non, c'est un métier comme les autres, mais c'est très dur de... Mais du coup, c'est dur aussi que les gens le prennent au sérieux. D'autant plus, comme tu l'as dit, quand on est une femme ou en minorité de genre. Et du coup, et en plus jeune, t'as dit. Et je trouve que ça, c'est très intéressant aussi. Je vous invite à lire le livre de Salomé Saké, Sois jeune et tais-toi, parce que je trouve que ça résume très bien la situation. Voilà, le fait d'être une femme jeune, ça aide pas du tout et moi j'en fais l'expérience tout le temps. On est quand même dans des milieux très masculins et du coup on se fait beaucoup moins prendre au sérieux que les autres. Et comme d'hab, il faut travailler 10 fois plus, montrer 10 fois plus pour pouvoir être rémunéré pour un job, pour qu'on nous fasse confiance, etc. Et quand tu es dans un métier qui déjà est dans un marché vraiment instable et qui est très précaire, où tu te bats tous les jours pour vivre de ce que tu fais. En plus, quand t'es une meuf, bah, c'est vraiment compliqué, donc je le comprends, je suis d'accord avec toi. Donc je te souhaite vraiment bon courage pour tout ça. Et puis ensuite, t'as parlé de faire passer ces messages dans l'art, et ça me parle beaucoup aussi. Je trouve que c'est vraiment une bonne façon de sortir de toute cette anxiété justement et de tous ces problématiques-là, c'est de dire bah ok, là c'est une situation qui me convient pas et du coup je vais essayer moi et avec d'autres gens et en commun de me battre pour les droits de mon travail, de me battre pour les droits des autres aussi et ça je trouve que passer à l'action c'est vraiment une solution qui fait vraiment beaucoup de bien, même si on n'est pas sûr de gagner nos combats et même si ça prend aussi beaucoup d'énergie, donc voilà, il faut pas rentrer dans la culpabilisation non plus si on le fait pas, c'est pas du tout ça. Mais ça peut faire vraiment du bien de s'engager dans notre travail parce que ça peut y donner du sens, ça peut y donner aussi plus de confiance pour l'avenir. Parce que moi, quand je vois autant d'artistes s'engager et essayer de se battre pour leurs droits, je me dis que bon, bah, peut-être qu'il y a quand même espoir pour le futur, qu'on change les choses, quoi. C'est tout ce que je souhaite. Et à la fin, tu as aussi parlé de consommation de l'art. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Il y a trop de thèmes Il y a vraiment beaucoup trop de thèmes à explorer dans ce podcast. Je suis trop contente. Mais la consommation de l'art, c'est quelque chose que je trouve tellement différente aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux. Je pense qu'on est tous pareils, mais les photographes, souvent on suit plein d'autres photographes, par exemple. J'imagine que c'est pareil pour les illustrateurs, aussi et tout. Mais je passe ma vie à voir des photos d'autres gens. Et des fois, autant c'est très inspirant et autant c'est beaucoup trop. Et du coup, j'ai plus d'inspi parce que j'ai mon cerveau trop rempli d'images d'autres gens. Et je trouve que c'est dur d'ailleurs parce qu'on est dans une époque où ça va tellement vite que perso, bah, je me dis vas-y, je vais me lancer dans ce projet-là. Mais en fait, ça prend tellement de temps à mettre en place que j'ai réfléchi à 10 autres projets entre-temps. Et du coup, je me mets sur plein d'autres choses. Et j'ai du mal à concentrer mon énergie dans un endroit. Et le podcast, par exemple, c'est un endroit où j'arrive à le faire, le collectif aussi. Mais c'est dur, je trouve, de faire ça. Et en photo, par exemple, moi, j'ai pas fait de photo depuis 2 ans pratiquement. De photos artistiques, ça me rend super triste parce que c'était vraiment le début de mon activité et c'est ce que je préfère faire. Mais bah, tu te laisses emporter dans ton taf, dans plein de choses. Et du coup, d'ailleurs, de voir autant d'inspi tout le temps, moi, ça m'a trop rempli le cerveau à un moment et je savais plus qui j'étais moi, quel style je voulais faire, qu'est-ce que je voulais raconter. Donc voilà, après, là, je donne les côtés négatifs, c'est aussi génial et c'est trop beau de voir tout plein de gens créer de belles choses. En tout cas, si vous cherchez une photographe de confiance à Paris, n'hésitez pas à faire appel à Roxane parce que voilà, je fais vraiment confiance en son travail et en sa personnalité. Je sais qu'elle est bienveillante et qu'elle saura super bien s'occuper de vos photos. Et puis voilà, merci Roxane et à très bientôt, je l'espère. Je vais ensuite passer au témoignage de Timothée Huguet. Son compte Insta, c'est Etokiné. Je ne sais pas si je le dis bien, mais pareil, vous pourrez le retrouver en barre d'infos. Timothée m'a envoyé un témoignage écrit, donc je vais vous le lire tout de suite. Mon témoignage pose la question de l'accessibilité au travail dans ce milieu bien trop fermé. C'est très compliqué, il faut s'accrocher. Ayant terminé mes études de ciné à Lyon, entre guillemets 6 ans d'études, j'habite maintenant à Paris et cela fait depuis début février que je cherche à intégrer le milieu du cinéma. Et bah c'est beaucoup plus difficile que de trouver un appartement dans la capitale. Pour la petite histoire, j'aimerais devenir réalisateur, mais pour ça il va falloir faire un bon bout de chemin via d'autres tafs en prod ou sur du tournage.
Le problème avec ma situation, c'est que n'étant plus étudiant, je ne peux pas avoir de stage. Car pour avoir un stage, il faut avoir une convention de stage, ce que demandent les boîtes de prod. Alors, pour être conventionné, il faut être étudiant, ce que je ne suis plus. Alors on me dit, oui, mais il y a Pôle emploi et la mission locale qui peuvent conventionner. Certes, sauf que leur convention, c'est 1 ou 2 mois max et non renouvelable dans une même entreprise. Sauf que dans l'audiovisuel et le cinéma, les stages durent en moyenne 4 à 6 mois. Autrement dit, je l'ai dans l'os. Et ça m'handicape de fou. Je continue de postuler en précisant que j'ai une auto-entreprise et que je peux facturer avec mes honoraires de stagiaire, entre guillemets 4 € de l'heure. Mais même ça, dans tous les cas, je n'ai jamais de réponse. Silence radio à toutes mes candidatures, à des annonces ou même spontanées. Je pourrais postuler pour un CDD-CDI dans une autre boîte de prod, mais j'estime ne pas avoir assez d'expérience pour me permettre de postuler à ces types de contrats. Et de toute façon, ils verront bien sur mon CV que je n'ai pas grand-chose. J'aurais l'impression d'être une fraude. Alors je veux m'orienter vers une autre solution qui serait de retourner en école, mais en alternance pour 1 an. Ce serait une transition possible pour le milieu pro. Actuellement, je suis un peu livrée à moi-même, même si j'ai quelques amis dans ce milieu qui m'ont donné des petits projets. J'ai été storyboarder rémunéré sur un court-métrage produit par une boîte de prod dans le luxe. J'ai été électro-machino assistant cam sur un petit court-métrage bénévole pour une école de ciné. J'accepte ces projets qu'on me propose car il faut bien se faire un réseau, mais ça ne peut pas durer indéfiniment. Je trouve que le côté fermé du milieu culturel est un vrai problème car nous sommes très nombreux et nombreuses à vouloir travailler là-dedans, à vouloir créer, montrer ce qu'on sait faire, mais beaucoup n'y parviennent pas et abandonnent pour se diriger vers autre chose. C'est dommage et ça détruit des rêves. C'est très compliqué de s'accrocher, d'être persévérant, c'est un vrai état psychologique dans lequel il faut se mettre. Mais au bout d'un moment, il faut bien payer le loyer et la bouffe. Donc on finit par ne plus avoir le choix et partir sur un taf alimentaire sans lien avec nos objectifs pro. Et on peut rester coincé dans ce travail qui nous fait vivre, qui nous crée une zone de confort, mais qui nous empêche de nous remettre sur les rails du milieu culturel. Et merci beaucoup à Timothée pour ce témoignage. C'est fou, hein. J'ai l'impression qu'il y a des thèmes qui reviennent, notamment le fait que c'est un milieu très fermé. Et aussi que c'est un milieu... moi, quand je lis ça, je vois aussi que c'est un milieu où il n'y a pas grand-chose en termes de droit du travail. Et je blâme pas les boîtes de prod ni autres pour ça. Je pense que le problème, il est aussi bien plus haut à la base. En fait, dans le milieu culturel, le droit du travail, ça n'existe pas, je trouve. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de sous. Et du coup, tout le monde se débrouille comme il peut. Ou alors il y a des sous mais ils sont mis à des endroits bien particuliers qui ne sont pas dans les poches de ceux qui travaillent dedans et ça devient vraiment problématique. Du coup on est souvent, comme tu dis, livrés à nous-mêmes. Il y a très peu aussi de mise en relation de réseaux, etc. Ou alors on les connaît pas parce que des fois on a des droits mais on sait pas qu'ils existent et si on sait pas qu'ils existent on peut pas aller les chercher. Je connais quand même un peu le milieu du ciné même si je suis pas totalement dedans. J'ai quand même beaucoup de potes qui taffent là-dedans et puis je mets des petits pas dedans des fois. Mais je connais pas du tout toutes les possibilités qu'il y a. Moi, quand je lis ça, je te dirais soit effectivement que c'est une bonne solution de refaire une alternance pour avoir une expérience dans une boîte de prod pro. Parce que c'est comme ça que ça marche en fait. Quand t'es dans une boîte de prod, après, t'as du contact et t'es bien parti. Et encore, c'est dur, mais quand t'es livré à toi-même, c'est très difficile de trouver du travail. Personnellement, là, t'avais mis un truc où tu disais, je leur ai dit que je pouvais facturer mes honoraires avec des honoraires de stagiaire, c'est-à-dire 4 € de l'heure. C'est facile à dire, mais perso, je te déconseillerais de faire ça. Parce que je trouve que c'est pas ok en fait d'être payé 4 € de l'heure pour son métier. Alors c'est bien facile à dire, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas si ça va vraiment t'apporter les bons clients et si ça va t'apporter des clients tout court. Parce que des fois, quand on brade son prix, on se dit on va se faire du réseau, etc. Mais en fait, ça te fait pas un bon réseau parce que du coup, ça te fait un réseau bradé. Et du coup, ça va être que des gens qui vont te rappeler pour des mauvais prix, je trouve. Alors après, ça, c'est à nuancer. Hein. Moi, j'ai commencé en faisant des prix qui n'étaient pas du tout... je me payais pas grâce à ça. Et j'ai pris de l'expérience et tout, mais je pense que j'aurais pu aussi me sauvegarder beaucoup de temps et de santé si j'avais, dès le départ, mis mes bonnes limites de prix et accepté soit 1 ou 2 fois de travailler pour moins cher que ce que j'étais payée, quoi. Mais si tu te perds là-dedans... tu utilises ton énergie pour rien parce que tu vas même pas être payé
et en plus pour un mauvais réseau, tu vois. Quand je veux m'intégrer par exemple dans un milieu que je connais pas ou que je vais essayer de trouver des clients dans un milieu que je connais pas, je préfère être bénévole que mal payé. Là, c'est moi qui offre mon service et du coup, je travaille pour des gens qui n'ont pas les sous de rémunérer quelqu'un et qui, du coup, moi, m'apportent aussi de l'expérience, m'apportent du réseau, m'apportent aussi des bons moments, tu vois. Et j'apprends des choses, etc. Mais du coup, je montre aussi que j'offre ce service-là et les gens n'ont pas l'impression de m'accepter contre un peu d'argent. Enfin, tu vois, je trouve une situation différente. Et quand je suis payée, je demande à être payée pour un minimum syndical quand même, quoi. Et du coup, moi, si demain tu me dis « Ouais, je suis une asso, j'ai pas de thunes... machin, je préfère ne pas être payée et offrir ma presta plutôt que tu me payes 50 balles, tu vois. Je pense que c'est une vision si je suis habituée à être payée moins que ce que je gagne, en fait, les gens vont trouver que c'est ok, entre guillemets, de me payer. Alors que dans d'autres métiers, tu vois, ça n'existe pas d'être payé en dessous du SMIC. Normalement, bien sûr, dans le code du travail, je sais qu'il y a plein d'abus partout. C'est un plaisir. Mais, et d'ailleurs, mes potes qui font du ciné, pour avoir des expériences avec des boîtes de prod, etc., souvent, malheureusement, encore une fois, ils font quand même quelques années où ils font plein de tournages bénévoles en fait. Et c'est comme ça qu'ils se sont créés leur expérience, qu'ils se sont formés. Il y en a plein qui n'ont pas fait d'école et qui se sont créés aussi du coup leur réseau. Et ils ont fait en fait des tournages bénévoles pour plein de types de gens différents. Et il y a des gens avec qui ils retravaillent souvent. Et c'est ces gens-là qui les ont acceptés en bénévolat au début, qui, après la confiance, après avoir vu qu'ils travaillaient bien, etc., les ont embauchés ou leur proposent du taf et les ont mis dans les bons réseaux. Donc moi je conseille de préférer le bénévolat. Donc moi je conseille vraiment de partir sur du bénévolat plutôt que sur du 4 € de l'heure, parce que dans tous les cas 4 € de l'heure tu vis pas avec du tout. Surtout en auto-entreprise, c'est pas viable du tout quoi. Ah oui, et du coup je crois que tu disais que t'as habité à Paris. Ouais, du coup j'ai moins de connaissances à Paris. À Lyon j'aurais pu t'aider, mais du coup s'il y a des Parisiens par ici qui sont en ciné, n'hésitez pas aussi entre vous et en commentaire ou ensuite en DM ou quoi. Je mets son Insta en barre d'infos encore une fois, à vous partager des solutions, des possibilités, des liens, des conseils. Vraiment, c'est fait pour, en toute bienveillance évidemment. Mais si vous avez des conseils ou des contacts à passer à Timothée, n'hésitez pas, c'est fait pour ça aussi. Et n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire des solutions et des conseils que vous trouvez pour ce milieu-là et ces problématiques-là en général, parce que ça peut aider plein de gens. Et moi, je suis pas conseillère, j'aurais pas des solutions pour tout, donc n'hésitez pas à vous donner des solutions entre vous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écrire ce témoignage. Et on passe tout de suite au témoignage de Chloé Andriana Rizoa, qui est chargée de com pour les illustratrices et que j'ai reçu sur mon podcast en janvier. C'est le podcast d'ailleurs le plus vu de la chaîne, à part mon podcast présentation, le tout premier. Donc je crois qu'il vous a plu. Et je vous laisse tout de suite du coup avec son vocal. Coucou Louise. Du coup aujourd'hui pour moi la véritable problématique du monde de la culture, en tout cas dans mon domaine de l'illustration, c'est l'usage de l'intelligence artificielle. C'est pas tellement l'intelligence artificielle en tant qu'outil créatif qui peut développer de nouvelles pratiques, réduire certaines tâches laborieuses, qui peut être très chouette dans la création d'œuvres, mais c'est plutôt dans l'usage commercial. Vu qu'on est dans une société capitaliste où tout doit être rentable, en fait les coupes budgétaires vont aller sur les budgets de communication et d'illustration, et donc les entreprises ont préféré utiliser un prompt, une image rapidement faite en quelques secondes par une intelligence artificielle, plutôt que de payer un artiste qui va travailler des heures sur le concept, la colorisation, etc. Donc ça c'est véritablement un problème parce que ça va précariser des métiers qui étaient déjà pas vraiment très stables.
et au lieu d'être au service de l'humain, l'intelligence artificielle est au service de l'économie et ça crée plein de problèmes dans notre domaine. Merci beaucoup Chloé pour ce vocal. J'avoue que j'ai jamais parlé de l'intelligence artificielle ici, tout simplement parce que ce sujet me dépasse complètement. Je sais pas trop quoi en penser, en fait j'en pense plein de choses. Je pense que pour le milieu artistique et culturel, c'est vraiment pas une bonne chose, c'est pas utile de base et c'est pas une bonne chose. Je suis très contente qu'il y ait une IA sur Photoshop pour m'aider à corriger mes fonds, mais pour le reste, dès que ça part sur de l'empiètement sur la création de réels artistes, bah du coup je suis beaucoup moins d'accord directement. Bah du coup l'IA ça met à mal plein de métiers artistiques en ce moment, ça met à mal beaucoup les illustratrices, ça met à mal les photographes, ça met à mal les scénaristes et ça fait peur parce qu'on sait pas jusqu'où ça va aller. J'ai tendance à dire que le progrès technologique oui, mais si c'est pour casser des emplois qui d'autant plus sont passionnants de base, bah pourquoi faire ? Je suis pas contre l'avancée technologique, loin de là, mais il y a aucune régulation ni aucun contrôle là-dessus et j'espère que ça va arriver vite. Dans tous les cas, ça va arriver parce que c'est obligé, mais j'aimerais bien que ça aille vite et que ça aille en protégeant nos métiers parce qu'aujourd'hui, des centaines de milliers de photos sont utilisées pour l'IA générative à l'insu des créatrices de ces photos-là, pareil de ces images en général. Aujourd'hui, comme a très bien dit Chloé, il y a plein de boîtes de com, il y a plein de grosses entreprises qui préfèrent du coup utiliser des images générées par des IA plutôt que d'engager une équipe, une boîte de prod pour faire une séance photo avec des techos, avec un photographe, des modèles, etc. Est-ce que c'est vraiment vers ça qu'on veut aller ? Personnellement, non. Je pense que en fait, c'est important que ces gens-là aient du travail, tout simplement. Et ça fait peur. Enfin, je sais pas si vous aviez vu, mais je pense que la première grosse campagne qui avait fait du scandale en France, c'était celle de Undies, qui avait fait du coup des shootings dans l'eau, du coup générés par des IA, et du coup, ils ont plus à payer personne. En fait, ce qui m'embête, c'est pas que ça existe en soi. Je suis très contente s'il y a des gens qui veulent créer des images avec des IA. Enfin, en vrai, si vous voulez, pourquoi pas. Moi, ce qui m'embête vraiment aujourd'hui, c'est que on est dans une société qui met à mal le milieu culturel depuis très longtemps et surtout en ce moment. J'ai très peur de l'avenir, je vais pas vous mentir. On n'a plus d'argent, on n'a plus de sous pour créer, faire nos métiers et en vivre. Alors si en plus les IA du coup sont compétitives avec nous, pour moi c'est vraiment de la compétition déloyale quoi. Si tu peux faire la même chose qu'avec toute une équipe pour 2 balles, bien sûr que tu vas le faire dans une société capitaliste. En fait l'IA pour moi, parce que l'IA ça peut dire tout n'importe quoi, hein. Il y a de l'IA dans la médecine, il y a de l'IA dans plein d'autres choses. Moi je vais parler de ce que je connais. L'IA dans le milieu culturel et artistique, pour moi il sert juste une société... il sert juste à la société capitaliste et au système économique dans lequel on est. Je sais que moi, il y a plein de musiciens qui créent leurs pochettes d'albums par des IA parce qu'ils n'ont pas les sous, en fait, d'engager des gens. Et je suis sûre que ces gens-là seraient très contents de pouvoir engager des gens, des vraies personnes, s'ils en avaient les moyens. Pourquoi ces gens-là n'ont pas les moyens alors qu'ils travaillent souvent comme des fous ? Je pense que c'est tout ça qui est à revoir. Et ça me peine beaucoup. Voilà. Donc l'IA en soi, je suis pas contre, mais c'est vrai qu'il faut que déjà on reconnaisse la valeur du milieu culturel, dirigé et contrôlé par des vraies personnes et pas par des robots. Il faut qu'on nous reconnaisse nos droits, qu'on nous reconnaisse notre importance dans la société, surtout dans une société qui est très autoritaire et politiquement, voilà. Moi j'ai peur en fait pour la liberté d'expression déjà aujourd'hui. Alors j'ai encore plus peur pour l'avenir, mais du coup je pense que l'IA ne va pas dans le bon sens là-dessus. Je pense qu'on aura toujours besoin de vrais humains et j'espère qu'on ira dans le bon sens et que l'IA existera toujours et c'est très bien, mais qu'elle serve pour des choses vraiment vertueuses
et pour aider les artistes plutôt que pour leur piquer leur métier. Personnellement, je suis pas fan du progrès technologique pour le progrès technologique. Pour moi, le vrai progrès, il est social. Le vrai progrès, il est écologique. Le vrai progrès, il est sur plein d'autres sphères. Le vrai progrès qu'on a à faire. Mais le progrès technologique, s'il est là, autant s'en servir pour de bonnes choses plutôt que des mauvaises. Mais merci à toi Chloé, et si vous avez des gens compétents en IA et tout, et qui ont une vision aussi déconstruite et militante de ce sujet, n'hésitez pas à me renvoyer vers eux et à écrire ça en commentaire aussi pour les autres. Et on va passer au témoignage écrit de Pia que je vais vous lire tout de suite. Hello Louise, j'espère que tu vas bien. J'ai vu passer ta publication Insta par le biais de Elsa et je me dis que c'est un chouette projet, donc je me lance. Je suis traductrice, adaptatrice dans le domaine de l'audiovisuel depuis grosso modo 1 an. Il y a eu des périodes de travail assez intenses, notamment entre septembre et décembre 2023, mais d'autres vraiment très compliquées avec très peu de projets, malgré pas mal de démarchages, notamment janvier-février 2024. Même si cela fait partie du métier d'avoir des périodes de creux de temps en temps, je pense que de manière globale, ce début d'année a aussi été impacté par la grève des acteurs du milieu audiovisuel aux États-Unis, que l'on soutenait totalement d'ailleurs. Parce qu'un grand nombre de mes collègues ont connu cette même période de creux. Depuis quelques semaines, tout redémarre un peu et j'ai pu récupérer plusieurs projets d'affilée. Pour répondre à ta deuxième question, je ne peux parler que pour ma branche du monde audiovisuel, qui est assez restreinte. Mais des améliorations sont toujours possibles. On essaye de trouver des accords avec les studios pour des tarifs minimums et de pousser à l'écriture de lois à nos droits car notre métier est assez peu encadré et on a un statut très spécifique que je ne connais moi-même pas sur le bout des doigts. Ceci étant dit, j'adore le milieu dans lequel j'évolue ainsi que mes collègues. Nous ne sommes pas des milliers à exercer ce métier en France. Des groupes sur les réseaux sociaux sont facilement accessibles pour pouvoir échanger, demander des conseils, se tenir au courant des actualités qui nous concernent, etc. Il y a également l'association ATAA, l'association des traducteurs adaptateurs de l'audiovisuel, qui est très active et engagée et qui propose entre autres un système de parrainage aux jeunes diplômés. Lorsqu'on est adhérente à l'association, on a également accès à un serveur Discord qui est très complet et très actif. Si on a la moindre question, il y aura toujours quelqu'un pour y répondre ou pour plus ou moins nous aider à trouver des réponses. C'est vraiment super et ça aide de ne pas se sentir seul, même si on travaille de chez nous tous les jours. Je pourrais parler de mon métier pendant des heures, donc n'hésite pas si tu veux poser d'autres questions par mail ou téléphone. Merci beaucoup Pia pour ton témoignage. Pour celles et ceux qui ne savent pas, il y avait mais je pense que vous l'avez vu passer, il y a eu des gros mouvements de grève aux États-Unis. D'abord, je crois, des scénaristes, si je ne dis pas de bêtises, et ensuite des actrices. C'est souvent des grèves en fait, de syndicats, d'actrices qui ont des plus petits rôles, et qui du coup se battaient pour leurs conditions de travail. C'est vrai que du coup à Hollywood, il y a eu un gros arrêt aussi pendant longtemps sur plein de productions audiovisuelles, donc je veux bien te croire que ça impacte aussi ton métier. Je trouve ça hyper intéressant d'ailleurs de parler de ce métier parce que je pense que peu de gens connaissent vos conditions de travail et votre réalité. Donc je serais ravie d'en parler avec toi sur un podcast un jour si jamais ça te donne envie. Merci pour l'association d'ailleurs. Moi je trouve que c'est génial aussi de voir le positif parce qu'on parle souvent de à quel point nos métiers sont difficiles et précaires, mais c'est chouette aussi de voir qu'il y a des solutions. Et souvent les solutions se trouvent dans les collectifs, associations, etc. Parce que plus on est et plus on rigole. Donc voilà. C'est génial, je trouve qu'il y ait une réelle entraide dans ton métier et effectivement si c'est un métier un peu à taille humaine, s'il y a moins de gens, peut-être que c'est aussi plus facile de vous mettre en réseau. Donc merci à toi et je suis sûre que ça servira à des gens, cet asso. Donc l'association des traducteurs adaptateurs de l'audiovisuel que je vous mets en barre d'infos aussi. Et puis je serais très heureuse de discuter plus longtemps avec toi de cet asso et des solutions que vous trouvez avec. Je trouve ça hyper passionnant. Donc voilà. Merci Pia. Pia qui souhaite rester anonyme, donc c'est normal que vous ne trouvez pas son réseau social en barre d'infos. Et on va passer tout de suite au témoignage vocal de Mélibé. Donc moi, pour résumer mon parcours, déjà ça fait plusieurs longues années que je fais des costumes, du dessin, du théâtre, du cinéma en tant que hobby. Vraiment juste pour m'amuser, sans prise de tête. En tout cas, j'essaye que ce soit sans prise de tête.
Et j'avais un travail alimentaire, j'étais babysitter pendant 8 à 9 ans. J'ai pété un câble il y a un an, je me suis dit non, j'en ai marre. J'ai l'impression d'attendre encore et encore et de me brider moi-même un peu dans un métier alimentaire et de faire des trucs que j'aime bien seulement à côté alors que je pourrais juste essayer de me lancer comme il faut. Du coup, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis lancée là-dedans. J'ai dit, j'ai rien à perdre. Dans le pire des cas, je perds un peu mon temps, mais j'aurai dans tous les cas des bonnes expériences. Je rencontrerai des gens chouettes. Et je ferai ce que j'aime. C'est très important de ne pas s'oublier dans la recherche d'argent, dans la recherche de survie. Il faut aussi réussir à se reconnecter avec soi-même. C'est bête, mais j'ai toujours voulu travailler là-dedans, même enfant. Enfant, je faisais déjà du théâtre. J'étais toujours en train de me déguiser. J'étais toujours en train d'essayer de diriger les autres enfants à leur faire refaire des scènes de films que j'aimais bien. Et en fait, j'ai pas arrêté. C'est exactement ce que je fais maintenant. Je me déguise et je déguise les autres et on fait des trucs ensemble. Et c'est incroyable. C'est un milieu artistique, le cinéma et le costume qui me plaît énormément et qui m'apporte des choses que je pensais même pas avoir avant. J'ai rencontré des gens fabuleuses. Je me suis épanouie, je suis beaucoup moins stressée qu'avant, bref. Et je suis encore dans une période un peu floue, dans le sens où je sais pas exactement si je veux viser l'intermittence, si je veux faire entièrement du costume, C'est un peu flou parce que le champ des possibles est très large en fait. C'est dur de se limiter à une seule catégorie de choses. Et je pense que je n'ai pas envie de me limiter. J'ai envie de faire autant de choses que j'ai envie de faire sans me limiter. Voilà. J'ai pas envie de me cantonner une seule catégorie d'art. J'ai envie de pouvoir faire plein de choses. Et du coup, c'est un peu compliqué de savoir exactement comment s'y prendre. Je pense que malheureusement, il n'y a pas 1000 solutions. C'est soit je vise l'intermittence et se battre pour avoir les heures, tout ça. Soit être auto-entrepreneuse. Mais du coup, ça, j'y connais pas grand-chose. Tu posais la question si on se sentait suivi ou pas. C'est un peu délicat de répondre tout simplement parce que j'ai rencontré un professionnel qu'une seule fois. C'était pour l'intermittence, c'était à Villeurbanne, le département Seine-et-Images de France Travail. Et en vrai, oui, il avait l'air très très motivé pour m'aider. C'est juste que c'est un suivi, il faut aller le chercher. Il n'arrive pas de lui-même, il faut aller voir les gens. Et ça, c'est pas évident quand on a un peu d'anxiété sociale. J'en suis à ce moment-là de mon parcours. Du coup, voilà, je souligne le fait que le plus important dans le parcours actuellement, c'est la communauté, c'est le réseau, c'est les rencontres que tu fais. Et c'est très, très important de mettre ça en avant, plus que le suivi du gouvernement ou quoi. Le vrai soutien, il vient pas forcément du gouvernement, il vient surtout des gens que tu rencontres. Et c'est ça qui est beau, quoi. C'est ça qui est beau. Petite conclusion sympa. Bisous. Merci beaucoup Mélibé pour ce vocal. Je pense que tu soulignes quelque chose qui touche beaucoup d'artistes, le fait de se retrouver dans plein d'arts et de pas savoir trop vers lequel aller professionnellement. Je me souviens qu'il y a un moment où il y a un peu toutes les grosses stars en France qui ont commencé à des fois faire autre chose. Je sais pas pourquoi je pense à Camille Lelouch, mais Camille Lelouch à la base elle est connue en tant qu'humoriste. Ensuite elle a commencé à faire de la chanson, puis maintenant elle écrit un livre, puis truc. Et il y a plein d'artistes qui font ça. Et je me souviens que c'était hyper mal vu et c'est encore mal vu aujourd'hui parce qu'on se dit mais la personne elle va dans tout juste pour toucher à tout et avoir de la reconnaissance ou de l'argent de partout. Bon, moi j'ai beaucoup entendu ça. Et alors que j'ai l'impression que c'est quand même le lot de, pas tous les artistes, mais je pense pratiquement tous, que d'être touché par différents arts et vouloir en faire des différents. Moi-même, quand j'étais plus jeune, je voulais être écrivaine. J'ai écrit des pavés de livres. Ensuite, je voulais être cuisinière. Ensuite, j'ai commencé à peindre, à dessiner, beaucoup. Ensuite, j'ai commencé à faire de la photo à 14 ans. Et ensuite, je voulais faire aussi du cinéma. Et maintenant, je veux faire tout. Et voilà, je pense que c'est le lot de plein d'artistes que d'être pluridisciplinaire. Et même si ça n'a pas toujours été loué, je pense que c'est quand même une bonne chose
autant quand on l'est que quand on l'est pas, je sais pas comment dire. Je pense qu'il y a 2 catégories de personnes, j'ai l'impression. Il y en a qui sont hyper experts sur un truc, et il y en a d'autres qui sont amateurs dans tout et experts dans rien. Moi, je suis clairement dans la deuxième catégorie. Je suis clairement pas la photographe qui va tout connaître en Photoshop par cœur, qui va faire bien les choses de façon hyper scolaire. Je suis pas du tout la photographe qui saura ce photographe / vidéaste qui saura te monter des trucs avec des effets spéciaux et tout. Mais par contre, je sais faire plein de choses en fait. Je sais faire de la DA, je sais faire de la com, je sais faire des shootings photos, je sais faire des vidéos, je sais faire de l'écriture, de scénario, de l'écriture de fiction, de l'écriture de documentaire. Je sais faire plein de choses en fait. Et ça, j'en ai fait ma force. Je pense que la seule chose, c'est de l'assumer et de le dire dès le départ. Quand t'es pas expert dans un domaine, ça sert à rien de faire semblant. Moi, je t'encourage trop à continuer en fait de vivre tous ces arts-là et de les exprimer et de t'amuser avec parce que c'est ça qui fait ta force. Et voilà, même si t'es pas venu pour des conseils, je me permets de donner des conseils sans qu'on me le demande. Mais voilà, moi je pense que c'est carrément une force en fait d'avoir plusieurs sensibilités. Par contre, je comprends que ce soit dur du coup de les regrouper dans un domaine pour travailler parce que surtout quand t'es en freelance... des fois, on dit quand même que c'est bien de communiquer sur un truc, chose que je ne fais pas beaucoup, mais je communique sur plein de choses. Mais voilà, de montrer que tu as certaines offres et que les gens te reconnaissent pour ça, parce que sinon, c'est dur de trouver des clients, en fait. Alors là, pour le coup, ça te concerne pas totalement, même si j'ai l'impression que c'est le monde vers lequel tu vas aller, la freelance. C'est vrai que c'est peut-être le plus simple si tu veux faire plein de choses. Je sais pas exactement... ce qui est possible en termes de théâtre, par exemple, pour l'auto-entreprise. Mais si jamais t'es perdu, sache que tu peux faire les deux aussi. Hein. Vous pouvez cumuler intermittence et freelance. En fait, le but quand t'es intermittent et freelance, c'est de faire passer le maximum de choses en cachet parce que c'est ça qui va te permettre, si t'arrives à avoir ton nombre de cachets à la fin de l'année, d'avoir ton intermittence et du coup d'être payé à l'année. Mais quand tu es intermittent, tu as le droit d'avoir une auto-entreprise en plus pour les cachets qui tombent pas dans ton... Enfin, les gens qui peuvent pas te payer en cachet, tout simplement, là, te paieront en auto-entreprise. Donc, c'est cumulable. Je sais pas à quel point c'est plus relou à faire, mais c'est cumulable. Et c'est une solution qu'ont trouvé pas mal de mes potes qui sont justement dans l'audiovisuel, mais aussi comédiens. C'est que du coup, ils font passer tous leurs trucs de comédien / dans le ciné en tant que techos et tout dans leur intermittence et ensuite toutes les vidéos d'entreprise ou quoi qu'ils font à côté parce que souvent on est amené à faire 1000 choses différentes, ça ils les font passer dans leur auto-entreprise. C'est complètement légal, c'est complètement ok. Voilà. Mais j'entends de ouf que ce soit hyper compliqué et je suis vraiment d'accord de trouver des suivis justement. Quand on lance son auto-entreprise, c'est un puits sans fin de questions sans réponse et on est livré à nous-mêmes. Personnellement, j'ai trouvé mes réponses justement dans des podcasts et vidéos YouTube et etc. parce que je suis une enfant d'Internet et du coup, c'est comme ça que je m'en suis sortie. Donc c'est d'ailleurs peut-être quelque chose qui peut t'aider vu que tu disais que tu avais de l'anxiété sociale. Si vous n'arrivez pas à aller voir des inconnus et parler de toutes ces problématiques et vous faire accompagner, alors moi je conseillerais jamais Internet au-dessus des êtres humains, mais si jamais c'est pas possible pour vous d'aller voir des gens en vrai, YouTube et les podcasts ça peut être une bonne alternative aussi. C'est plus long, c'est plus compliqué parce que t'es quand même livré à toi-même, mais t'as une ressource infinie de conseils sur Internet. J'ai fait plein d'épisodes où j'ai cité en barre d'infos toutes les ressources, donc voilà, je te conseille d'aller voir. Je pourrais pas reciter tout ici, mais voilà, n'hésite pas à aller voir. Je partage souvent tous les podcasts et tout qui m'ont aidé. Mais oui, dans tous les cas, les anxiétés sociales et sinon pour le reste, je dis pas du tout que c'est ton cas, mais aussi la neuroatypie en général, c'est pareil, un handicap de plus pour nos parcours artistiques et d'auto-entreprise. Et du coup, force à toutes celles qui vivent ça.
Et sinon, en termes d'aide IRL, on va dire, alors je sais qu'il y a la Chambre des métiers de l'artisanat, chez lesquels on peut demander des conseillers. Il y a Pôle emploi aussi, France Travail. On m'avait conseillé un conseiller Pôle emploi, justement. C'est Camille de l'épisode du Toy Toy qui me l'avait conseillé en off. J'aimerais bien faire un épisode avec cette personne pour parler de tout ça, pour parler des solutions qui existent dans les milieux plus institutionnels, on va dire. Et il y a la mission locale aussi, je crois, mais bon, c'est pas très spécialisé en culture, mais qui peut aider les gens, tout simplement. Et après, sinon, je ne sais pas, car j'ai très peu demandé d'aide. N'hésitez pas à aller voir les syndicats aussi. Il y a la CGT Spectacle. Alors, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle CGT Spectacle, alors que ça regroupe les métiers du spectacle, mais aussi du cinéma. C'est ça que j'essaie de rappeler à chaque fois. Et l'action culturelle en général. Donc la CGT Spectacle, moi, si j'ai bien compris, c'est, on va dire, la CGT Culture en général. Peut-être que je dis de la merde, mais voilà. Les syndicats, c'est aussi une bonne façon de vous faire accompagner et aider. Et sinon, n'hésitez pas également à suivre les copaines qui vous donnent plein de conseils, l'autopromo. Mais voilà, c'est hyper compliqué. Je pense que c'est la plus grosse galère de tous les jeunes artistes que de devoir affronter un monde du travail auquel on n'est pas formé et dans lesquels on n'est pas accompagné du tout. On doit apprendre à être chef d'entreprise alors que vraiment on n'a pas fait d'école de commerce, et heureusement d'ailleurs. mais voilà, je pense que c'est la grosse problématique de tous les artistes jeunes en termes de carrière. Et je te souhaite plein de bonnes choses par rapport à tout ça, et c'est pas facile. Et voilà, moi c'est la plus grosse complication que j'ai eue en fait dans mon activité. Je suis loin d'en être sortie d'ailleurs. Mais n'hésitez pas à vous faire accompagner, vous avez le droit, vous méritez d'être accompagné parce que vraiment c'est trop dur de s'en sortir tout seul et on ne devrait pas avoir à affronter ça tout seul. Donc si c'est pas par les milieux institutionnels, comme je vous l'ai dit, que vous voulez vous faire aider, n'hésitez pas à aller sur Internet. Et si c'est pas par Internet ni par les milieux institutionnels, vous avez aussi tous les collectifs, toutes les assos qui peuvent vous renseigner, vous accompagner là-dessus. Je sais que par exemple pour les Lyonnais, le pôle Pixel, ils ont des rendez-vous gratuits où vous pouvez, pour les gens qui sont dans l'audiovisuel, vous faire accompagner. Alors, c'est pas un suivi, un accompagnement vraiment à long terme, mais vous pouvez vous faire accompagner, je crois. Je vais me faire taper sur les doigts si je dis n'importe quoi, mais pour les demandes de sub. Et vous pouvez vous faire accompagner si vous avez des questions. En fait, vous pouvez prendre un rendez-vous qui est gratuit sur leur site et vous voyez un conseiller en vrai. Coucou Pierre, merci pour ton aide. Et du coup, en fait, ce conseiller-là va essayer de vous proposer, vous emmener justement vers les assos / solutions qui sont là pour vous aider en fait. Voilà, il va juste vous aider à trouver des gens qui peuvent vous accompagner pour vos problématiques en général. Dans tous les cas, il y a toutes les infos sur leur site. Et sinon, autre collectif aussi que vous pouvez suivre, là c'est plus pour l'engagement dans le travail, mais c'est la Buse collective qui fait du super taf. Voilà. Donc merci beaucoup Mélibé, et on va passer au témoignage écrit de Thomas, donc que je vais vous lire. Thomas qui ne souhaite pas être crédité, donc ce sera juste Thomas. Voilà. Bonjour Louise, j'espère qu'il n'est pas trop tard pour t'envoyer un court témoignage au sujet de la culture aujourd'hui. En ce qui me concerne, je suis intermittente du spectacle depuis quelques années et je travaille en tant que chef, équipement ingénieur, vision dans le spectacle vivant. Je travaille régulièrement l'été sur des festivals pour la diffusion des images sur des écrans géants ou pour des lives de type Arte concert. Ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'avec l'arrivée des JO, beaucoup de festivals ont dû revoir leur programmation, leur date de représentation ou même pour certains annuler leurs éditions pour ne pas faire de l'ombre aux JO. Les raisons officielles sont multiples, la première étant la sécurité. La majorité des forces de l'ordre sont réquisitionnées sur des événements qui se dérouleront pour les JO. Les festivals qui se déroulent en même temps n'ont plus les quotas pour assurer la sécurité des festivaliers, donc les préfets n'autorisent pas la manifestation, ce qui est valable pour les festivals de grande taille, mais aussi pour les plus petits qui sont clairement touchés, qui sont certainement touchés également sur le plan financier. Les subventions sont bien moindres d'année en année, ce qui impacte le milieu de la culture d'une manière évidente. J'espère que tu trouveras ce court témoignage intéressant et utile. Merci beaucoup à Thomas pour ce témoignage.
Effectivement, du coup, j'avais déjà entendu parler de ce sujet, mais j'avais pas creusé plus que ça. Et quand il m'a envoyé ce mail, j'ai trouvé ça hyper intéressant et puis je suis allée lire là-dessus. Il y a un super article que je vous mettrai, je crois que c'est de Télérama, je l'ai mis là. Oui, il y a un super article de Télérama. Il y a un super article de Télérama que je vous mets en barre d'infos aussi, qui résume ça et en fait qui a interrogé... Alors là, c'est quand même que des gens qui travaillent dans les gros festivals, donc ça aurait été intéressant aussi de connaître un peu des directeurs de petits festivals. Mais t'as plein de directeurs de gros festivals qui témoignent là-dedans. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, en fait, ce qu'ils disent tous, de façon unanime, c'est que le milieu culturel, c'est toujours la dernière roue du carrosse. Ça l'a toujours été, ça l'est toujours, et c'est de pire en pire. En fait, ce qu'ils disent, c'est que à chaque fois qu'il y a une problématique ou un événement ou un changement de situation, etc., c'est toujours la culture qui va manger en premier. Et du coup, par exemple, avec les JO, c'est exactement ce qui se passe. Donc par rapport aux JO, il y a beaucoup de festivals, notamment ceux qui se tiennent en juillet, qui ont été reportés, qu'on a demandé à être reportés ou annulés. En sachant que quand tu reportes un festival, souvent il est annulé parce que c'est pas possible en fait de faire venir des gens en automne ou en hiver dans ton festoche alors que t'es un festival qui est fait pour l'été. Enfin, c'est pas du tout les mêmes conditions et la même organisation. En sachant qu'en France, t'as 40% des festivals qui se tiennent au mois de juillet et que du coup les JO, ça se tient en juillet. Et que les JO et le passage de la flamme en France, c'est en juillet et en août, quoi. Je vais vous partager aussi un autre super article du site touslesfestivals.com qui s'appelle Bilan des festivals 2023, le début d'une crise financière durable. Je trouvais cet article hyper intéressant et j'en ai lu plein d'autres ensuite, qui montrent en fait que aujourd'hui, les festivals de musique sont en galère niveau thunes. Trop bizarre pour le milieu culturel de ne pas avoir d'argent. En gros, par exemple, pour la plupart des festivals aujourd'hui, il faut qu'ils vendent plus de 80% de leurs billets pour être rentables. En dessous, ils sont à perte. Et quand on dit rentable, donc voilà, l'économie des festivals est en danger en France aujourd'hui. Et il y en a beaucoup qui sont sur la sellette. Et pour beaucoup de festivals, le fait de se faire annuler une année, ça peut carrément remettre en question l'existence du festival en lui-même à long terme. Et puis voilà, ce que disaient aussi dans l'article de Télérama les directeurs de festivals, c'est que oui, la France, on est fiers d'accueillir les JO, etc. Mais qu'on n'a pas à le mettre en concurrence avec le milieu culturel. Parce qu'en France, on est aussi fiers de la proposition culturelle qu'on a. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la culture dont on est si fiers en France, elle tient grâce à des gens qui sont sous-payés et qui travaillent 10 fois trop par rapport à ce qu'on leur rémunère. Ça tient grâce aux bénévoles, ça tient au collectif, aux assos, et que tout ce beau monde-là est en train de se casser la gueule parce que il n'y a plus de sous, quoi. C'est toujours le même problème. Alors je sais que ça peut être un peu déprimant parce que ce qu'on dit depuis le début de l'épisode, c'est qu'il n'y a pas d'argent, mais c'est important en fait qu'on en parle et c'est important qu'on le montre. N'hésitez pas à faire passer le mot, je sais pas comment dire, mais je pense que c'est hyper important qu'on visibilise ces problématiques et qu'on les mette en avant et qu'on en parle, et qu'on en parle, et qu'on en parle, et qu'on en parle. Ne fermez jamais vos bouches sur ces sujets-là si vous avez la chance de pouvoir en parler. N'hésitez pas à le faire parce que c'est pas en restant muet qu'on changera les choses et plus nos voix s'additionnent et se complètent, et plus on aura du poids, et plus on pourra changer les choses, nos conditions de vie, nos conditions de travail. Et en France, en 2023, il y avait 7 745 000 festivaliers l'année dernière, d'après le site touslesfestivals.com, ce qui est énorme. Et je pense que dans ces 7 745 000 personnes, il y en a énormément qui sont absolument pas au courant de ce qui se passe et qui, eux, vont en festoche. Et c'est bien normal d'ailleurs qu'ils le sachent pas parce qu'on n'en parle pas dans les médias, etc. Tous ces gens-là, ils vont acheter leurs billets, ils vont aller voir leurs artistes et ils vont se dire bon bah c'était cool, ils doivent se faire plein de sous parce qu'ils ont plein de gens. La réalité c'est que non. Et c'est pareil pour tout le reste. En fait, moi là où je vois de l'espoir, c'est que les gens consomment la culture. Les gens, ils vont au cinéma, les gens, ils regardent la télé, ils regardent des films tout le temps, ils regardent Internet, ils vont au théâtre, les gens, ils lisent des livres, les gens, ils vont voir des humoristes. La culture se consomme toujours
La culture, c'est le loisir de notre société. C'est là où les gens vont chercher des réflexions politiques, des réflexions philosophiques. C'est là où les gens vont chercher à rire, vont chercher à pleurer. C'est vraiment bon. C'est fou qu'on doive encore. C'est ça que j'ai écrit la dernière fois, c'est que la dernière fois, ce que je disais, c'est que c'est fou qu'on doive encore prouver que la culture a une importance alors qu'elle est omniprésente et que tout le monde en consomme. Mais du coup, si tous ces gens-là étaient au courant que tous ceux qui leur produisent, toutes celles et ceux qui leur produisent tout ce divertissement et tout cet apport de réflexion, tous ces gens-là sont sous-payés, ne sont pas respectés dans leur travail et ont des conditions de travail hyper difficiles, je pense que si tous ces gens-là le savaient, ils nous soutiendraient et ils nous aideraient à nous battre pour nos droits et ils feraient entendre notre parole aussi. Donc voilà, je sais que des fois c'est un peu fatigant à faire, mais n'hésitez pas à continuer à faire de la pédagogie, à en parler aux gens qui ne sont pas au courant, à inviter à signer des pétitions, à inviter à suivre des artistes, à inviter à consommer aussi chez les artistes, à payer les places, à se payer une place de théâtre et de ciné si c'est possible, à acheter des œuvres chez des petits créatrices plutôt que sur Amazon des posters, voilà, d'aller dans les librairies indépendantes plutôt que de commander sur la Fnac. Enfin voilà, je pense que si tout le monde était au courant, il y aurait beaucoup de choses qui pourraient se passer. Donc moi je vois le bout du tunnel dans tout ce qui est action militante et dans la pédagogie et dans le fait d'en parler et d'en parler et d'en parler. Et c'est pour ça que je tiens un podcast pour raconter aussi toutes ces choses-là. Et du coup, je te remercie beaucoup Thomas d'avoir envoyé ce témoignage. Et du coup, pour celles et ceux qui sont avides d'en savoir plus, je vous mets les deux articles dont je vous parlais en barre d'infos. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode participatif sur la lame. J'espère que ça vous aura plu. Vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et tout. C'est hyper précieux, c'est trop important. J'espère que ça vous plaît comme format. Moi, j'ai adoré. Je savais pas du tout où ça allait aller. Au début, quand j'ai lancé le concept, j'avais pas eu beaucoup de témoignages. Mais j'y croyais, du coup, j'ai relancé et tout. Et au final, 6 témoignages, ça fait déjà un gros épisode. Donc je suis trop contente parce que c'est pas du tout là où je pensais aller dans les thèmes. Donc moi j'apprends plein de choses. Ça me permet aussi de parler d'autres sujets et de vous faire participer. Je pense que c'est chouette pour vous aussi d'entendre des témoignages multiples et pas juste moi qui raconte ma vie. C'est pour ça que je fais les interviews, mais là ça me permet de mettre en valeur les paroles de encore plus de gens et j'espère que du coup ça parle à encore plus de monde. Si vous voulez voir vos sujets, vos thèmes, vos problématiques mises en avant sur le podcast, n'hésitez pas à me demander de parler de certains thèmes, n'hésitez pas à me proposer tel ou tel invité, n'hésitez pas à vous-même participer aux prochains épisodes participatifs car il y en aura plein d'autres. Pour cela, je vous invite à aller suivre le podcast sur Instagram parce que c'est là où je vous mets souvent à partie et je vous propose des choses et je vous demande de me proposer des choses aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre sur ce canal-là. Et en attendant le prochain épisode qui sera un épisode avec un invité, je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos projets. Je vous souhaite plein d'espoir parce qu'il faut de l'espoir et on va y arriver. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de La Lame. Merci à vous.